Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats associé par VK. On va parler dans quelques minutes des prix qui flambent et du point de savoir si ça peut carboniser ou non la continuité des services publics. Mais tout de suite, les brèves de la semaine. En matière d'agents, on a eu toute une série de décrets sur les agents de catégorie B. En matière de décentralisation, on a Territoires Unis, donc AMF, Département de France, Région de France, qui ont accepté finalement de participer au Conseil national de la refondation en échange d'au moins 2 réunions par an de débat direct avec le président de la République. Et à cette occasion, on a appris, notamment par le président de l'AMF, que le président de la République a acté qu'il fallait enfin une grande loi de décentralisation. Diable, à suivre. On en sait plus en revanche sur la future loi en matière de sécurité, la LOPMI. Alors, il y a beaucoup de choses. Je vous ai résumé ici, n'hésitez pas à mettre sur pause, mais le volet purement territorial, police municipale, ajustement de pouvoir de police sur le funéraire, possibilité pour les communes de se constituer partie civile plus aisément, reste mis sous le boisseau, mais sans doute avec des avancées dans les débats parlementaires, en tout cas, c'est ce vers quoi on s'orienterait. Pour les réservistes de la police nationale, petit ajustement également par un décret du 31 août. En matière d'aide, et notamment d'aides économiques, le TEA de Nantes a rendu une décision intéressante qui nous dit que donner ces données, mais reprendre, ce n'est pas toujours volé. Si des engagements ont été pris pour ces aides, si ces engagements ne sont pas tenus, alors dans certains cas, on peut récupérer une partie de ces aides. Économie toujours, mais aussi aménagement. Statutairement, les dark stores, les dark kitchens vont sortir de l'ombre juridiquement et pour ce qui est des dark stores, être assimilés à des entrepôts. Évidemment, c'est un sujet qui est très discuté. Économie toujours, on a un prolongement et une simplification de l'aide donnée par l'État pour les entreprises qui sont grandes consommatrices de gaz et d'électricité, ce qui peut avoir un impact sur certains services publics, notamment les piscines, on en reparlera tout à l'heure. Services publics, toujours, on a une publication de la liste des bénéficiaires des dotations pour compenser certaines pertes de recettes, notamment pour certains services publics locaux, donc au JO du 6 septembre. Autre service, c'est l'électrification, notamment rurale, qui repose sur un fonds qui s'appelle le FACÉ et qui est très critiqué par la Cour des comptes. Service public toujours, un intéressant rapport assez charpenté du défenseur des droits sur l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap. Passons aux juridictions. Du côté du Conseil d'État, désormais le Conseil d'État fera sa rentrée annuelle en septembre. D'accord. Un exercice assez formel me dirait oui, mais avec des thématiques annuelles intéressantes. Cette année, c'était le service public face aux défis majeurs auxquels il est confronté. Et il y a des choses intéressantes qui ont été dites. Je vous laisse regarder ça en ligne. Et l'année prochaine, ça sera les conclusions du Conseil d'État sur le dernier kilomètre pour ce qui est du service public. Du côté du Conseil constitutionnel, mise à jour des remarquables tables analytiques du Conseil constitutionnel. Alors c'est énorme, ça fait des très gros documents, mais si vous êtes juriste territorial, téléchargez-les, vous y trouverez une mine d'informations qui vous seront utiles. Et puis du côté de la Cour des comptes, c'est loin d'être anodin. On a un portail de signalement de la Cour des comptes qui est donc en ligne. Si je veux faire part à la Cour des comptes de tel ou tel dysfonctionnement, je peux le faire. Donc évidemment, ça réjouit ceux qui veulent renforcer le lien entre le citoyen et les juridictions financières et favoriser les lanceurs d'alerte. D'autres y voient une petite appel à des dénonciations mesquines. Vaste sujet. En droit des contrats maintenant, la clause exorbitante du droit commun continue de décliner. En clair, je n'aurai un contrat de droit public au motif de ce qu'il y a dedans des clauses exorbitantes de droit commun que si ça s'inscrit dans les compétences de la structure publique co-contractante et si c'est dans l'intérêt général porté par celle-ci. En marché public, le TEA de Strasbourg a rendu une ordonnance intéressante qui vous permettre dans certains cas un recours à une procédure négociée en raison d'une pénurie de main-d'œuvre. À titre de précaution quand même. Et puis la DAJ a, un an après la loi, fait une intéressante fiche sur comment appliquer dans les contrats publics cette fameuse loi séparatisme. Et puis surtout, l'actualité, c'est ces piscines qui ont été fermées par un exploitant, Vermarine. Nous en reparlerons dans notre dossier. Et puis les mini-brèves, que voici et que voilà. Passons maintenant à notre grand dossier. Les prix flambent. Est-ce que cela peut carboniser la continuité des services publics? Alors les prix flambent, certes, mais ce n'est pas une raison pour réduire le principe de continuité des services publics en cendres, ni pour carboniser le droit des contrats. Que peut-on faire en ce domaine?
Il y a des aides, notamment pour les entreprises fortement consommatrices d'énergie, mises en place par l'État. On applique les clauses contractuelles sur l'évolution du service, sur l'évolution des tarifs, bien évidemment. Et puis on peut changer le service. Par exemple, pour les piscines, grand nombre de piscines n'ouvrent plus qu'un jour sur deux ou une semaine sur deux, avec des ajustements que cela implique, contractuels et organisationnels et RH, pour limiter un petit peu la casse. Si on est vraiment dans un grand bouleversement, la théorie de l'imprévision permet, dans certains cas, une indemnisation relativement large. Dans certains cas, on va même jusqu'à conduire à des résiliations bilatérales pour carrément repartir sur de nouvelles bases. On n'est pas sans outils. Sauf que, évidemment, en attendant, les exploitants prennent le bouillon et que, en matière de centre aquatique, Vermarine, qui n'a jamais eu peur ni des coups de force ni des eaux troubles, confère sa vie pénale, a fait un choix radical, celui du régime sec. Allez, hop, j'arrête de toute activité, au nom, je cite, de l'intérêt de pouvoir négocier en force. Bon, c'est à tout le moins contestable. Sur tout ceci, passons à la phase interview de notre dossier. Bonjour. 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 Monsieur Adjoint-Maire, commençons par vous. Un de vos délégataires a interrompu la continuité d'un de ses services publics, alors qu'il y a d'autres solutions possibles. Comment réagissez-vous? Comment vous adaptez-vous? Et comment vous adaptez-vous pour ceux de vos co-contractants qui n'en viennent pas des solutions aussi radicales? Je pense que dans les relations que nous avons régulièrement avec ce délégataire, Vermarine, qui est notre délégataire depuis 5 ans, je crois, nous ne nous attendions pas sur la forme à un email qui n'est par courtoisie à minima en général précédé par un appel téléphonique ou tout du moins une mise en relation, puisqu'il s'agit d'une annonce de fermeture, c'est-à-dire d'une rupture du service public et donc d'accueil que nous leur avons délégué. Donc ils sortent complètement des procédures que prévoit le contrat d'information et d'un délai de préemption. Donc sur la forme, on a été extrêmement surpris. Ensuite, sur le fond, on a été également surpris puisqu'ils nous font part d'annonces brutales qui leur a été faite par leur prestataire d'énergie d'augmentation du prix de leur mégawattheure, augmentation qui était une annonce au 1er septembre, nous ont-ils expliqué, du doublement du prix, c'est-à-dire qu'ils nous annoncent un prix de 1 000 € du mégawattheure, cette augmentation, c'est-à-dire un doublement de leur prix, faisait suite à déjà un doublement qu'ils avaient subi en juillet. Donc, comme par ailleurs, ils avaient pris contact avec nous au mois d'août de manière cette fois-ci plus constructive et coopérative et ouverte pour nous indiquer que face aux événements récents des augmentations de prix de l'énergie, ils souhaitaient rentrer en discussion avec nous sur les conséquences que ça pouvait avoir, ce qui est un procédé habituel dans nos relations. On était surpris que 3 jours après, ils nous informent de la fermeture. Donc, nous n'avons pas apprécié sur la forme et sur le fond. Ce qui nous posait plusieurs questions, c'est d'une part leur capacité d'anticipation, et puis d'autre part, comment pouvaient-ils subir ce problème sur une trentaine de piscines parmi les 90. Donc ça veut dire qu'en urgence, ce qui est jamais agréable, il a fallu, je dirais, un peu tirer la pelote et comprendre tous les paramètres de cette annonce. Les contrats, les formules ne sont pas les mêmes, les prix de référence, donc les indexations, et que au-delà du contrat donc, qu'ils possèdent et qu'ils ont contracté, il y a aussi une question de pilotage d'entreprise. Il a fallu travailler d'arrache-pied toute la semaine pour, d'une part, entrer en relation avec eux et mieux comprendre la situation, et d'autre part, prendre contact avec déjà, dans un premier temps, nos homologues, les collectivités qui subissaient la même annonce de fermeture dans les Yvelines. Il y a beaucoup d'hypothèses de travail, parmi lesquelles l'adhérence qu'il y a avec le contrat actuel, sont-ils liés à ce contrat? Combien de temps? Peuvent-ils en sortir? Sous quelle manière? Il y a effectivement des aides d'État. Il y a effectivement aussi des questions sur les fournisseurs d'énergie. Il y a aussi une analyse à faire du prix de marché réel. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup de paramètres qui nous éloignent assez, ou plutôt qui élargissent beaucoup le spectre de réflexion par rapport aux problèmes provoqués par Vermarine. Quand je dis problème, je devrais dire la situation provoquée par Vermarine, laquelle a mobilisé évidemment beaucoup de nos services, de nos réseaux aussi, pour essayer de se faire rapidement une opinion de la situation sur notre collectivité
dès lundi, nous les avons mis en demeure de rouvrir, puisqu'ils sont en délégation de service public, donc ils ont une obligation d'assurer ce service et ils s'exposent à des pénalités. Ils peuvent se retrouver dans une situation où nous reprendrions l'exploitation de la piscine, mais cette fois-ci à leurs frais. Alors, avec une société qui en face, manifestement, s'est mal préparée et s'expose à une cessation de paiement dans un avenir finalement qui se compte en semaines. Le but n'est pas de les faire couler et d'arrêter le service pour leur faire la morale ou de leur donner une leçon. Le but, c'est de trouver des solutions qui permettent rapidement de réouvrir ce service. Et ensuite, ça nous oblige à vérifier comment, dans les mois qui viennent, cette ouverture et donc l'exploitation peut être assurée dans des conditions conformes à notre marché. Evangelia, en marché, et plus encore en DSP, sauf force majeure, hein, la continuité du service public s'impose à tout le monde, et notamment qu'aux contractants de l'administration, n'est-ce pas ? Bien sûr, il y a le principe de la continuité du service public qui s'impose à tout exploitant du service public. L'aptitude à assurer d'ailleurs la continuité du service public est un des éléments qui doivent obligatoirement être pris en compte en vertu de l'article L 1411-5 du Code général des collectivités territoriales en phase des passations d'une DSP. En outre, dans le cadre d'un contrat de concession de service public, le co-contractant de l'administration est obligatoirement tenu d'assurer l'exécution, sauf bien sûr en cas de force majeure, et ne peut pas se soustraire à ses propres obligations contractuelles, même en se prévalant d'ailleurs de manquements ou de défaillances de l'administration. Et nous ne sommes pas en force majeure. Bien sûr que non, et surtout pas à l'aune des jurisprudences que voici. Qu'aurait dû faire une société, ou que devrait faire une société placée dans une situation difficile parce qu'elle exploite un service public dont les coûts explosent? Elle aurait dû d'abord entamer les négociations avec les différentes collectivités. Elle aurait pu aussi demander une application de clause de révision de prix s'il y en avait. Je suppose que ça a été fait. Aussi, elle pourrait bien sûr faire des demandes écrites avec un formalisme particulier pour le marché public en tout cas, ou selon les clauses du contrat de DSP pour demander des indemnisations. Ça, ce n'est pas du tout interdit. On peut demander des indemnisations si bien sûr la théorie de l'imprévision trouve à s'appliquer dans le cas présent. Il faut faire attention parce qu'elle ne trouve pas à s'appliquer à chaque fois pour chaque contrat, mais on peut examiner ce cas-là et elle aurait dû demander bien sûr aux collectivités d'examiner si cette théorie pourrait être appliquée dans le cas spécifique et demander sur cette base-là une indemnisation. Et au pire, elle pouvait bien évidemment se mettre en redressement ou liquidation selon les cas bien sûr. Ah oui, et là au contraire, interrompre l'exécution du service, c'est se placer en tort, tant pour obtenir une indemnité d'imprévision, qui ne peut être donnée que si on continue l'exploitation, qu'en termes de sanctions contractuelles. Bien sûr, il peut y avoir déjà des sanctions contractuelles, une mise en régie par exemple. Aussi, la collectivité peut faire un référé mesure utile afin de demander de la reprise de l'exploitation sous astreinte, évidemment. On peut aussi procéder à une résiliation dans certains cas parce qu'on peut se demander s'il ne s'agit pas ici d'une faute lourde, mais chacun de ces cas-là doit être examiné au cas par cas pour chaque contrat, évidemment. Bien, merci, au revoir. Je vous en prie et très bonne fin de journée. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlons d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.